Donc le télétravail et le forfait jour, en tant que mode d'organisation du travail, sont, véritablement susceptibles d'avoir autant un effet positif sur l'articulation entre les différents temps de vie du salarié, mais aussi d'avoir des effets négatifs en ce qu'ils génèrent ou qu'ils accentuent les risques qui pèsent sur sa santé physique ou mentale. Cela vient d'être rappelé par Sophie. Alors, s'agissant du cadre juridique français du droit à la déconnexion, dont on sait qu'il est effectivement assez unique en son genre, on le retrouve finalement à trois occurrences. La loi du 8 août 2016 a d'abord introduit le droit à la déconnexion dans le Code du travail comme thématique, sous-thématique au sein de la négociation obligatoire sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail. Et en particulier, donc, dans ce cadre-là, la négociation porte sur les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques. Enjeu porté ici, le respect des temps de repos et de congés et le respect de la vie personnelle et familiale du salarié. S'agissant plus spécifiquement, du forfait en jour et du forfait en jour, là, ça a été rappelé tout à l'heure par Florence, les salariés en forfait en jour bénéficient d'un droit à la déconnexion dont les modalités sont prévues par l'accord collectif qui instaure le forfait en jour. C'est un peu plus, subtil et plus implicite pour les télétravailleurs, puisque le code du travail prévoit un droit à la déconnexion, non pas de manière expresse, mais en creux, en disposant que l'accord collectif qui instaure le télétravail ou à défaut la charte prévue dans l'entreprise précise la détermination des plages horaires de joignabilité du travailleur, ainsi que les modalités de contrôle du temps de travail ou de régulation de la charge de travail, dont il se déduit effectivement l'existence d'un droit à la déconnexion. Donc si, on s'attache à la conception française, le droit à la déconnexion, c'est en réalité un droit de ne pas faire, c'est-à-dire un droit pour le salarié de ne pas se connecter aux outils numériques professionnels en dehors de ses horaires de travail. Et le pendant à ce droit de ne pas faire, c'est le devoir qui est posé à la charge de l'employeur de ne pas solliciter à titre professionnel le salarié durant ses temps de repos et de congé. Compte tenu de cette définition légale qui reste très lacunaire, c'était l'acte 1 en réalité du législateur, on voit qu'il demeure un enjeu très fort, qui porte sur la négociation collective, en ce qu'elle a ici pour mission de délimiter, mais surtout de favoriser, une mise en œuvre opérationnelle d'un droit à la déconnexion au profit des travailleurs concernés. Et je l'évoquais tout à l'heure, en introduction, parmi les négociations d'entreprise sur les conditions de travail, on a 28 d'accords qui portent sur le droit à la déconnexion, ce qui représente quand même maintenant des milliers d'accords, qui constituent donc un terrain parfait pour aller étudier, le contenu de ces accords et essayer de déterminer la mesure dans laquelle le droit à la déconnexion est conçu par les partenaires sociaux comme un levier de protection des travailleurs. Alors, on a eu, déjà ce débat hier après-midi pour ceux qui y ont assisté. Il y avait une table ronde très intéressante autour du droit à la déconnexion dans le cadre de ce colloque et on a posé, un constat immédiat. C'est vrai qu'on constate un certain manque de créativité des négociateurs en matière de droit à la déconnexion avec des accords, standards, des accords un peu lacunaires. Mais pour autant, l'intérêt, ce matin, c'est aussi de parler des accords qui sortent, de ce champ-là et qui sont un peu plus innovants. Qu'est-ce qu'on constate, de manière principale et ensuite je reviendrai sur chacun de ces constats. D'abord, c'est qu'on a effectivement un droit à la déconnexion qui bénéficie d'une large reconnaissance conventionnelle. Quand on a des milliers d'accords et largement bien autant de chartes en entreprise qui le proclament, qui le consacrent, ce n'est déjà pas rien en réalité. Pour autant, il faut immédiatement, assortir ce constat de limites parce que les accords eux-mêmes prévoient l'existence de dérogations ou même tendent pour certains à faire porter, la charge de se déconnecter sur le travailleur. Ensuite, on s'intéressera au contenu des accords qui, est souvent pauvre en réalité. Parfois, on a des accords collectifs sur le droit à la déconnexion, en 2 ou 3 pages, donc qui vraiment ne sont pas sur mesure, ne rentrent pas sur l'adaptation de ce droit, par rapport aux réalités, vécues par les travailleurs. Et on traitera, finalement pour terminer, du caractère opérationnel et donc effectif du droit à la déconnexion. Alors tout d'abord donc, la reconnaissance, qui est généralisée de ce droit à la déconnexion. Tu peux passer si tu veux. On a de nombreux types d'accords, soit des accords spécifiques au droit à la déconnexion, soit des accords télétravail, soit des accords forfait jour, soit des accords sur l'usage du numérique dans l'entreprise, donc ça peut emprunter, différents noms, qui traitent de ce droit à la déconnexion et le reconnaissent en particulier, au profit des travailleurs autonomes. Donc déjà on a ce constat-là,
d'une reconnaissance maintenant, singulièrement depuis la pandémie, d'une reconnaissance généralisée, de ce droit. Les limites, tout de même, d'abord, ça tient effectivement, au lien qui est opéré non, tu peux revenir? Entre le droit à la déconnexion et la protection de la santé du travailleur. L'INRS en France, opère un lien, réel entre le droit à la déconnexion, et la politique de prévention des risques et consacre ce droit comme un outil véritablement de prévention des risques liés à la santé mentale des travailleurs. Pour autant, quand on regarde la réalité des accords, les accords font très peu le lien entre la protection de la santé des travailleurs et le droit à la déconnexion. Tout au plus, ils se bornent à rappeler les obligations légales qui incombent à l'employeur. Et s'ils traitent quand même un petit peu des risques, ils vont se focaliser davantage sur le risque d'isolement social et professionnel du travailleur et y apporter des réponses concrètes, mais pas véritablement. Ils ne s'intéressent pas véritablement aux risques liés à la surcharge du travailleur et d'hyperconnexion du travailleur. Et ça fait vraiment le lien avec ce qu'évoquait Florence tout à l'heure sur le suivi de cette charge de travail qui est vraiment problématique. Ensuite, le droit à la déconnexion, normalement, l'idée, c'est qu'il a vocation à s'appliquer à tous les temps de repos. Donc, repos quotidien, repos hebdomadaire, respect strict de toutes les périodes de suspension du contrat de travail. Mais là encore, on voit que désormais, sur le panel que j'ai pu étudier, on a des limites à cela parce que les accords prévoient des possibilités de dérogation, c'est-à-dire des situations dans lesquelles l'employeur est légitimement amené à pouvoir contacter un travailleur et qui donc est censé pouvoir répondre aux sollicitations. Sauf que la détermination de cette exception, qui normalement devrait être stricte, est rédigée de manière très floue dans les accords. Il est évoqué l'urgence, il est évoqué la nécessité impérieuse ou encore les circonstances particulières, dont la portée concrète reste quand même véritablement difficile à déterminer en pratique. Et enfin, et j'ai envie de dire, c'est ce qui me semble le plus dangereux, on a une minorité d'accords collectifs, mais qui figure parmi les plus récents, qui insiste sur la nécessité d'avoir une démarche de co-responsabilité de la part de l'employeur et du salarié. Et on a un rapport en France qui est vraiment allé dans ce sens en disant le droit à la déconnexion doit être complété par un devoir de déconnexion à la charge du salarié. On a même des accords, dont j'ai un doute quand même sur la validité, qui indiquent que c'est au salarié de réguler lui-même ses périodes de connexion et que s'il dépasse ses horaires de travail, il est susceptible d'être sanctionné disciplinairement. Alors autant ça réactive un débat qui n'est pas que juridique, certainement, c'est le débat autour de la déconnexion choisie. Parce que les salariés autonomes sont en demande aussi de pouvoir, choisir des plages de déconnexion et rejettent, on le sent, un droit à la déconnexion qui est dur. Et singulièrement, ça va aussi en accord avec l'idée que les salariés en forfait jour, tout comme les télétravailleurs, bénéficient pour la plupart d'une réelle flexibilité dans l'organisation du temps de travail et dans l'organisation de la conciliation entre vie personnelle et vie professionnelle. Mais pour autant, de là à reconnaître, de là à faire poser la responsabilité sur le salarié télétravailleur ou en forfait jour et non pas sur le gestionnaire, là, pour moi, il y a une limite à ne pas franchir, parce que, on rappelle quand même que l'employeur ne pourrait pas se voir exonéré ici de l'obligation de sécurité mise à sa charge, dans l'hypothèse d'une surconnexion d'un salarié durant ses plages de repos. Et donc voilà, ne n'inversons pas, je dirais, droit et devoir, de déconnexion. S'agissant ensuite de la mise en œuvre, des accords, on a une mise en œuvre, qui est en réalité assez hétérogène en pratique. Pourquoi? Parce que d'un côté, on a un droit à la déconnexion qui est rendu opérationnel, on le sent au sein des accords, par, le fait de détailler tout simplement les modalités concrètes de mise en œuvre. Alors, je mets de côté les accords qui se bornent à simplement lister, comme je le fais dans la diapo, les mesures sans détailler. On a des accords qui vont un petit peu plus loin et qui effectivement, s'articulent autour de ce socle commun en déterminant de manière concrète quelles sont les modalités d'exercice du droit à la déconnexion. Est-ce qu'on est sur un droit à la déconnexion dur, avec serveur coupé, avec envoi de courriel bloqué ou différé, avec simple mention d'un système d'alerte si jamais le salarié se connecte en dehors de ses heures de travail. Donc là, on peut avoir vraiment un système à la carte.
Les accords insistent également sur les bonnes pratiques, qui doivent être, appliquées en entreprise en matière d'utilisation des outils et des risques liés à l'utilisation, abusive des moyens de communication. Donc par exemple, le fait de rappeler, de ne pas exiger de réponse immédiate de la part de son interlocuteur, le fait de réserver des plages horaires au traitement des messages, le fait de privilégier la communication par téléphone ou, de manière en physique plutôt que, de l'envoi, abusif de courriel. On retrouve également, et j'y reviendrai dans un instant, les actions de sensibilisation et de formation qui sont menées ou qui doivent être mises en œuvre par l'employeur pour véritablement diffuser la pratique au sein de l'entreprise, puisqu'encore une fois, il n'incombe pas aux salariés seuls, considérés isolément, de respecter ce droit à la déconnexion. L'effectivité repose vraiment sur l'idée que c'est tout le collectif qui œuvre pour le faire respecter en pratique. Là où finalement on retrouve sur ces modalités pratiques des accords qui sont, plutôt intéressants, en revanche, là où le bât blesse, ce sont au niveau c'est aux mesures des mesures d'accompagnement qui sont réellement insuffisantes et on a des carences conventionnelles importantes là-dessus, qui, à mon sens, ne permettent pas de garantir la protection du salarié. Pourquoi? Parce que tout simplement, elles ne traitent pas les causes d'un usage excessif des outils numériques et en particulier le suivi de la charge de travail. Alors, je suis obligée de différencier immédiatement mon constat. En matière de forfait jour, ça a été largement évoqué. On a ce suivi, certes imparfait, de la charge de travail qui est prévu dans les accords. En revanche, s'agissant du télétravail, il n'y a rien. Vraiment, les accords sont pour l'essentiel vides. On a les accords télétravail qui, des fois, vont prévoir des points de suivi un petit peu plus réguliers que le simple suivi annuel qui est imposé par le Code du travail. Vous imaginez un entretien par an, on ne peut pas dire que c'est un véritable suivi régulier. Mais on n'a pas véritablement de dispositif dans les accords de télétravail analogues à ceux que l'on retrouve en matière de dispositifs conventionnels sur le forfait jour qui garantissent véritablement le suivi de la charge de travail. Et de la même manière, si on a un salarié qui se trouve en difficulté, les accords ne prévoient pas de dispositif de suivi, d'alerte ou d'accompagnement suffisant pour, là, on pourrait reprendre l'expression, remédier en temps utile à une charge de travail qui serait déraisonnable. Autre point qui pose difficulté, c'est au niveau des actions de sensibilisation et des formations. Alors, je l'évoquais à l'instant en disant que les accords, effectivement, le prévoient très largement, des actions de sensibilisation et de formation. Qu'est-ce qui pose difficulté? C'est le fait que déjà, elles ne s'adressent souvent qu'aux seuls salariés concernés et pas aux managers, alors que ce sont les managers qui sont en première ligne pour faire respecter aussi ce droit à la déconnexion. Ne parlons même pas d'ici de la formation adressée à l'employeur qui n'est pas prévue dans les accords. Et ces formations sont parfois aussi très insuffisantes parce qu'elles se bornent à suivre un MOOC de 30 minutes sur le droit à la déconnexion sans véritablement donner d'outils et de réflexes pratiques. Donc on a aussi effectivement des formations assez inadaptées. Ensuite, ce qui pêche dans les accords, c'est le fait que le suivi de l'accord n'est la plupart du temps pas prévu. Or, on se doute que sur le droit à la déconnexion, ce qui est intéressant, c'est de faire un point, une évaluation de l'utilisation des outils numériques via des questionnaires, des enquêtes santé, etc. Et ça n'est souvent pas prévu. On a des accords qui restent silencieux en réalité sur le lien qui est fait entre le droit à la déconnexion et par exemple les représentants du personnel, la médecine du travail ou autant d'acteurs qui pourraient éventuellement être impliqués ici. Si le rôle de ces acteurs est parfois rappelé dans les accords, en tout état de cause, on n'a pas de coordination entre ces acteurs prévus par l'accord. En conclusion, toutes les failles que j'évoque, elles démontrent que si on a des accords collectifs d'entreprise qui reconnaissent bien formellement, massivement l'existence d'un droit à la déconnexion et qui ont tendance même à expliciter sa conception dans l'entreprise, ils ne permettent pas, en l'état actuel des choses, compte tenu des manquements que je viens d'évoquer, de résorber la porosité qui existe de la frontière entre vie personnelle et vie professionnelle. Et singulièrement, en l'absence de contentieux sur le télétravail et les autres modes d'organisation contemporains du travail, on n'a pas d'incitation réelle à faire évoluer les pratiques comme en matière de forfait jour. On n'a pas ce rôle aussi du juge qui peut, inciter ici à faire évoluer les pratiques. Alors que faire? On va essayer de conclure sur une note positive. On a eu l'acte 1 de la législation et je rejoins, Florence en ce sens qui disait que finalement le législateur pourrait intervenir utilement. J'ai tendance à dire qu'on pourrait avoir en France l'acte 2 autour du droit à la déconnexion et un renforcement du cadre législatif qui pourrait par exemple,
reprendre à son compte les bonnes pratiques, parce qu'il y en a qui sont identifiées à partir des stipulations conventionnelles et qui pourraient permettre d'introduire dans le Code du travail des dispositions supplétives qui seraient applicables en cas d'échec des négociations sur le sujet. Donc avoir une trame réelle de négociation ou une trame au sein de la charte, reprenant les mesures d'accompagnement et qui irait dans le sens de l'effectivité, qui est demandée par tous, et notamment les partenaires sociaux lors des assises du travail qui se sont tenues en France en 2022, qui ont constaté l'existence d'un droit à la déconnexion formelle et non effectif. Et je pense que ça pourrait être un moyen parmi d'autres, mais je suis évidemment ouverte à la discussion pour rendre davantage effectif et donc protecteur ce droit à la déconnexion. Je vous remercie pour votre attention.